maintenant, je n'ai plus rien à dire. Je dis en présence de Mme Pellerin, comme je vous ai dit, c'est un grand honneur des gens d'être ici. Je remercie Monsieur le conseiller, Monsieur Fiscal. Muy buenos días a todos y todas ustedes. Monsieur Charles-Henri Chenu, président de la Commission pour l'Amérique latine et Caraïbes de la Commission nationale des conseillers de la Croix extérieure de France. Monsieur Patrick Boursin, président de la section Amérique latine et Caraïbes de France-Afrique. Muchas gracias. Por México, muchísimas gracias, Guillermo. Monsieur l'ambassadeur Fort. C'est tout un discours en espagnol. Bien sûr, je ne vais pas dire, parce que sinon, ça prend plus de temps. Et ce que ce discours dit, c'est justement ce que Monsieur l'ambassadeur de Matteo a déjà dit. Dans le sens que le Mexique s'est converti comme dans un pays qui a tout ce qu'on a besoin pour être un bon partenaire de la France, dans un pays qui est prêt à faire des réformes importantes, comme M. Matteo a dit, qu'on cherchait de faire depuis des dizaines et dizaines d'années, et que grâce au pacte national, c'est un pacte politique, parce que pour faire bien de l'économie, il faut bien faire de la politique. Et justement, au Mexique, ce qu'on a fait, c'est avoir un mécanisme pour avoir le consensus des différents côtés et des différents partis politiques, des différentes forces politiques, pour pouvoir faire la réforme qu'on avait besoin. On a commencé avec une réforme laborale, qu'il y avait 40 ans qu'on n'avait pas changé, et que la réforme laborale qui était une chemise de force pour les entrepreneurs mexicains. Et on a juste dans la transition, avant que le président Peña Nieto devienne président de la République, mais il était président élu, avec le président Calderón, ils ont accordé de faire cette réforme et ils ont eu du support au Congrès. Donc ça a commencé là, et puis ça a démarré toutes les réformes qu'on a déjà, on parlait maintenant, la réforme bien sûr financière, la réforme fiscale, et puis des réformes qui sont très importantes pour l'investissement futur et qui ont besoin de réformes secondaires, comme la réforme de l'énergie, on peut en parler plus tard. Bien sûr, la réforme dans les télécommunications, que c'est aussi une réforme où on attend déjà des lois secondaires. Et tous ces sont des réformes dans des secteurs stratégiques de l'économie mexicaine qui représentaient des énormes obstacles pour avoir le potentiel de la croissance que le Mexique on avait besoin. Alors c'est dans cette analyse-là que le gouvernement a dit ce qu'il faut, c'est avoir la capacité d'avoir le potentiel, de faire réel le potentiel économique. Et c'est pour ça que la première chose qu'on a vue, c'était les obstacles. Les obstacles, je vous avais dit, c'est des obstacles pour le financement des entreprises, et spécialement de petites et moyennes entreprises. C'est pour ça qu'on a la réforme financière qui permet beaucoup plus de participation de nos entreprises dans tous les niveaux pour rentrer de plein dans le crédit et pour grandir ces projets et bien sûr contribuer à la croissance économique du pays. C'est pour ça qu'on a identifié que toutes les restrictions à l'investissement dans des secteurs très importants, comme c'est le secteur de la télécommunication, le secteur de l'énergie, et qui, monsieur l'ambassadeur Fort connaît très bien ça, c'était presque des tabus qu'on avait dans ce secteur-là, qu'on croit encore souverain et stratégique, mais qui devait avoir un aggiornamento pour précisément avoir les investissements
publics, mais surtout les investissements privés nationaux et internationaux, pour pouvoir donner une croissance que le Mexique méritait. Alors, dans ce sens-là, c'est maintenant on a la table déjà mise pour qu'on puisse avoir une importante croissance et des partenariats importants pour cette croissance. Et nous avons choisi dans ce gouvernement la France comme un partenariat privilégié. Peut-être après on peut parler des secteurs et tout cela, mais ce que je voulais dire aussi, c'est que il y a eu, comme vous savez, une espèce de parenthèse entre les relations mexicaines et françaises, et que la page est tournée maintenant. Comme je dis, il faut lire les premières pages de Cervantes, de Quijote de la Mancha. En lugar de la mancha cuyo nombre no quiero acordarme, se aceptó una mancha de cuyo nombre no quiero acordarme ni mencionar aquí tampoco. Una mancha, c'est bien sûr le lieu où Don Quijote est né, M. Quijada, ou Quijano, on ne savait pas trop quel était son prénom. Mais ici, la mancha, c'est aussi une tâche. Et justement, cette tâche entre la France et le Mexique n'est plus là. Mais comme Cervantes, je ne veux plus en parler de la tâche, ni le nom de cette tâche non plus. La seule chose que je veux en parler, c'est qu'il y a une volonté politique énorme qui s'est vue au moment où le président Peña Nieto est venu comme président élu visiter pour la première fois le président Hollande, et qu'on a eu toutes sortes de promesses de ce qu'on allait faire ensemble. Et ce qui est extraordinaire, c'est que tout ce qu'ils avaient accordé, on les a fait. On a résolu le problème de la mancha, bien sûr, mais après aussi, on a mis, comme Madame la ministre a déjà dit, en place des instruments très intéressants, que sont des instruments tout à fait hors de la cage, out of box, comme on dit ça en français, tout ça. Bon, hors du conventionnel. Et c'est justement le conseil stratégique. Et c'est un conseil que, bien sûr, Philippe va nous en parler mieux. Et c'est avoir l'avis des entrepreneurs, avoir l'avis des intellectuels, avoir l'avis des fonctionnaires et des gens dans le domaine culturel, dans le domaine social, c'est-à-dire dans tout le domaine de la relation, pour nous dire au gouvernement quelles sont les idées, quels sont les mécanismes qu'on peut mettre en place pour aller au-delà d'une relation conventionnelle. Et on a eu déjà des résultats très concrets qu'on va bien sûr en parler. Mais aussi, ce qui était très clair, c'est que quand on a eu la visite d'État du président Hollande, et Hollande a été très stratégique parce qu'il est allé premièrement aux États-Unis pour avoir la visite d'État là-bas avec le président Obama. Après, il est venu pour le plat fort en Mexique avec le président Peña Nieto, et pour le dessert, et il va aller au Canada. C'est l'ambassadeur du Canada qui m'a donné cette signe, et c'est ces trois visites d'État, l'un après l'autre, de l'Amérique du Nord, qui montrent la vision du président Hollande que la France doit avoir une façon différente de produire, une façon différente d'investir, une façon différente d'avoir des partenaires, on se rend compte que pour être plus compétitif, pour être plus productif, on a besoin de partenaires dans les Amériques. C'est pour ça que c'est très bien que nous sommes ici, dans cette maison des Amériques, qui est née avec une relation avec les États-Unis, après le Canada, après le Mexique, après le reste de l'Amérique latine. Et c'est justement, je crois, cette façon de voir les choses, de voir comment, dans le cas de la France, elle peut devenir beaucoup plus compétitive avec des partenaires comme le Mexique, où on peut avoir des synergies énormes, on peut produire ensemble, on peut investir ensemble, et on peut taper les marchés ensemble de toutes les Amériques, de l'Amérique du Nord, de l'Amérique centrale, de l'Amérique du Sud, mais aussi même du Pacifique, grâce au TPP. Mais, par exemple, s'établir
Et là, des industries comme celle de l'aéronautique, c'est très bien ce que c'est avoir la possibilité, et de l'automotrice aussi, d'avoir la possibilité d'avoir ces synergies importantes. Premièrement, pour taper un marché, pour être dans la zone dollar, qui est très important pour des marchés comme l'automotrice, comme l'aéronautique et autres. Et puis aussi de créer des chaînes productives où de plus en plus le Mexique peut contribuer. Et là, cette contribution et ce partenariat, c'est ça qu'on a vu avec le Conseil, ça part par plus de commerce, bien sûr, ça passe par des investissements, ça passe par des chaînes productives, mais ça passe aussi par beaucoup plus de capacitation, beaucoup plus d'éducation, ça passe par le transfert des technologies, ça passe par pouvoir faire par exemple des patentes communes entre la France et le Mexique. Et ça passe par une vision stratégique de partenariat entre nos deux pays. Là, on a vu ça très clairement dans la visite d'État du président Hollande. Premièrement parce que non seulement nous avons eu cette rencontre entre les deux présidents et le conseil stratégique avec des idées qu'on va parler, mais aussi parce qu'on a eu presque 41 accords qu'on a signés. C'est un accord pour une visite d'État au Mexique. Et dans ce sens-là, on a eu des accords dans tous les domaines. Justement, en parlant de cette histoire commune entre la France et le Mexique, de cette envie d'être au-delà de nos intérêts de chaque pays, mais vraiment, ce sont des pays qui partagent des principes, qui partagent des visions. Dans ce sens-là, on a eu des accords importants dans le domaine multilatéral, par exemple pour lutter contre le changement climatique, que vous allez avoir ici la COP 21 en 2015, vous avez eu la COP de 2016, et comment le Mexique et la France peuvent avoir une feuille de route pour que à la fin de cette décennie, on puisse avoir vraiment le changement à Kyoto. Et ce qui était très intéressant, c'est que la France a dit qu'on ne peut pas faire ça sans le Mexique. Sans l'expérience du COP16, et le Mexique est ravi de collaborer avec la France parce que nous savons que le COP 21, c'est la dernière grande chance pour vraiment multilatéralement faire une différence dans ces domaines-là. Alors c'est dans le domaine multilatéral diplomatique, c'est dans le domaine bien sûr commercial. Là, je ne veux plus en parler parce que M. l'ambassadeur a en parlé, de la nécessité d'avoir la France comme partenaire pour nous aider à faire un aggiornamento de notre accord entre l'Union européenne et le Mexique. Comme nous savons, il y a un accord qui est en train de se faire avec les États-Unis. On n'était pas en bord par beaucoup de raisons, mais c'était logique qu'on y soit en bord. Parce qu'on ne peut rien faire avec les États-Unis sans faire quelque chose avec le Mexique et le Canada. Et dans ces choses-là, pour les règles d'origine, etc., même techniquement, c'est impossible d'avoir un accord profond avec l'Europe sans passer par le Mexique. Dans ce sens-là, je veux vous dire que l'accord que nous avons avec la France, avec l'Union européenne, je dis avec la France, c'est un lapsus tout à fait volontaire. C'est grâce à la France qu'on a eu ce... Et il peut nous raconter l'histoire, mais c'est la France qui nous a appuyés, c'est la France qui était intéressée de faire le premier accord et puis le deuxième accord renforcé avec l'Union européenne. Et c'est vous qui ont été notre partenaire privilégié. Et maintenant, j'étais ravi d'entendre Madame la ministre Pellerin nous dire que ça serait encore le cas. Monsieur le Président Hollande l'a dit au Mexique. Et dans ce sens-là, alors, dans le commercial, ce n'est pas seulement le bilatéral, mais c'est bien sûr l'élan qu'on va prendre avec ce partenariat franco-mexicain qui va faire qu'on puisse aller au-delà avec un traité de l'Union européenne qui, bien sûr,
va favoriser nos échanges avec toute l'Europe, et en particulier, bien sûr, avec la France. Dans les autres domaines, on a eu des accords dans le domaine de l'éducation, de la technologie, de la science, dans le domaine de la culture, dans le domaine de la sécurité, avec le besoin d'avoir votre savoir-faire sur la gendarmerie et essayer de pouvoir utiliser ça pour notre propre gendarmerie, pour nos propres besoins. Alors c'est dans la sécurité aussi qu'on a besoin de ce partenariat français. C'est dans l'éducation. Par exemple, il y a quelque chose d'historique et c'est très beau à raconter. Il y a 2 vendredis, le directeur de Paris 6, Chauvas, nous a donné les clés pour la première fois d'une enceinte dedans dans la Sorbonne, dans les Cordeliers. C'est justement là où Paris 6 est établi. Je crois que c'est un courant du XIe siècle. Et il nous a remis la clé parce que, pour la première fois, l'université étrangère va siéger dans le casque millénaire centenaire de la Sorbonne, et c'est l'UNAM. L'UNAM a, pour la première fois, un espace là-bas. C'est en octobre que M. le recteur de l'UNAM va formaliser tout cela, mais les espaces ont été refaits par l'UNAM, ont été offerts par la Sorbonne, justement pour avoir une relation très proche entre l'UNAM et la Sorbonne, dans les domaines scientifiques, dans le domaine des échanges des étudiants, dans le domaine des échanges des professeurs, dans des recherches communes, dans des programmes communs, par exemple une maîtrise de la vision qui va se faire au Mexique et en France. Alors ça bouge et ça bouge beaucoup. Et je suis très heureux parce que comme l'UNAM a été établi en 1910, après que l'Université Pontificia de México, de la Nueva España, dans les 1551, il est de l'UNAM, lui. et avec l'indépendance mexicaine, il y a les gouvernements libéraux et conservateurs qui se sont battus. Les conservateurs reprenaient l'Université Pontificia, les libéraux faisaient l'abolition de l'université. Alors, Justo Sierra, un grand ministre de l'éducation mexicaine, avec Porfirio Díaz, a dit il faut établir maintenant une université, pas une université catholique, mais une université laïque. Et c'est l'UNAM qui a été établie, et la marraine de cette université, c'était justement la Sorbonne. Alors, on y est. Alors, je ne vais plus en parler parce que sinon je ne vais pas laisser de place à mon grand ami, M. l'ambassadeur. Il va nous en parler aussi des autres projets que je n'ai pas parlé maintenant, dans le culturel et dans l'économique, non? Dans l'économique. Et peut-être on peut avoir un dialogue au sort, et puis répondre à des questions et des réponses. Mais pour moi, je peux en parler toute la journée parce que ça me passionne. Ça me passionne la relation bilatérale, ça me passionne l'histoire du Mexique et la France, ça me passionne d'être ici. Muchísimas